Catherine Deneuve a longtemps donné l'impression d'être intouchable. Un visage parfaitement cadré, une voix calme, une distance presque royale. Même quand elle jouait des femmes troublées, enfermées, désirées, humiliées ou dangereuses, elle semblait garder une partie d'elle-même hors de portée, comme si l'écran avait le droit à son image, mais jamais à son secret. Et c'est précisément là que se trouve le mystère, car derrière cette icône blonde, derrière la star de Belle de Jour, des parapluies de Cherbourg, du dernier métro ou d'Indochine, il y a une femme qui a traversé des deuils, des ruptures, des choix difficiles, des attaques publiques, et surtout une perte qui a marqué toute sa vie, la mort de sa sœur Françoise d'Orléac, à un moment où toutes les deux semblaient promises à régner ensemble sur le cinéma français. La promesse est simple, comprendre comment Catherine Deneuve a construit cette image de perfection froide, pourquoi elle l'a protégée avec autant d'obstination et ce que cette façade raconte vraiment. Non pas une légende dorée, mais une stratégie de survie. Catherine Deneuve n'est pas née Deneuve dans le sens mythologique du terme. Elle naît Catherine d'Orléac dans une famille où le théâtre, le doublage et le cinéma ne sont pas des rêves lointains, mais un métier. Son père, Maurice d'Orléac, est comédien. Sa mère, Renée Simoneau, est comédienne, elle aussi, connue notamment pour son travail de doublage. Chez les d'Orléac, la voix, le texte, le jeu, l'apparence, tout cela fait partie du quotidien. Mais dans cette famille, Catherine n'est pas d'abord la star. Elle est une des filles, et surtout, pendant longtemps, elle est la sœur de Françoise. Françoise d'Orléac, l'aînée, est vive, rapide, solaire. Ceux qui l'ont connue ou observée à l'écran décrivent souvent une énergie presque électrique. Elle avance, elle parle, elle occupe l'espace. Catherine, elle, paraît plus réservée, plus silencieuse, plus contenue. Ce contraste va jouer un rôle essentiel dans la manière dont le public les regardera. Quand Catherine commence à tourner, elle n'a pas encore l'aura glacée qu'on lui attribuera plus tard. Elle est jeune, belle, mais pas encore figée dans un mythe. Elle adopte le nom de jeune fille de sa mère, Deneuve, pour éviter la confusion avec Françoise d'Orléac. Ce choix paraît pratique. Mais avec le recul, il ressemble aussi au début d'une séparation symbolique. Deux sœurs, deux noms, deux trajectoires. Le cinéma français des années 60 cherche alors de nouveaux visages. La nouvelle vague a déplacé les codes. Les actrices ne sont plus seulement des stars de studio, mais des présences modernes, parfois ambiguës, parfois insolentes. Catherine Deneuve arrive dans ce paysage avec quelque chose de différent. Elle n'a pas l'air de courir après la caméra, elle semble la laisser venir à elle. Puis arrivent Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Le film transforme son visage en icône. Les couleurs sont vives, la musique enveloppe tout, et Catherine Deneuve devient Geneviève, jeune femme prise entre un amour romantique et une réalité sociale plus dure. Le rôle pourrait paraître doux, presque décoratif, mais il contient déjà un motif qui reviendra souvent dans sa carrière. Une femme dont la beauté n'empêche ni la solitude, ni le renoncement. Ce succès installe Catherine Deneuve dans l'imaginaire du public. Elle devient une apparition. Mais une apparition contrôlée. Elle n'est pas une star qui déborde, elle ne donne pas tout. Elle ne transforme pas chaque interview en confession. Elle laisse un espace vide autour d'elle. Et ce vide intrigue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les grands cinéastes vont s'intéresser à elle. Roman Polanski, avec Répulsion, utilise son visage comme un piège. Louise Buñuel, avec Belle de Jour, fait de sa beauté bourgeoise une surface sous laquelle se cachent des contradictions profondes. Plus tard, Truffaut, Téchiné, Régis Varnier et d'autres verront en elle une actrice capable de jouer non seulement ce qui est dit, mais ce qui reste fermé. Le public, lui, commence à lui coller une étiquette. La femme froide, la beauté distante, la blonde inaccessible. Cette image va devenir une force immense, mais aussi une prison. Car le problème avec une image parfaite, c'est qu'elle ne tolère pas les fissures. À mesure que Catherine Deneuve devient célèbre, sa vie privée commence à intéresser la presse. Elle a des histoires d'amour avec des hommes connus. Roger Vadim, déjà associé à l'image de Brigitte Bardot, entre dans sa vie. De leur relation naît son fils, Christian. Puis il y a David Bailey, photographe britannique qu'elle épouse. Le mariage, très commenté, nourrit l'image d'une femme française projetée dans un monde international entre mode, cinéma et célébrité. Mais là encore, Deneuve ne livre pas tout.
Même dans une époque où les journaux aiment fabriquer des romans autour des stars, elle garde une ligne. Elle apparaît, elle répond, puis elle se retire. Elle refuse que le public confonde sa personne avec les personnages qu'il veut lui imposer. Ce refus devient plus évident encore avec Marcello Mastroianni, l'une des grandes figures du cinéma italien. Leur relation fascine parce qu'elle réunit deux mythes européens. De cette histoire naît Chiara Mastroianni, qui deviendra elle aussi actrice. Mais Catherine Deneuve ne transforme pas cette relation en feuilleton sentimental. Elle ne joue pas la tragédie publique. Elle ne réclame pas la compassion. Elle continue. Ce mot pourrait résumer une grande partie de sa vie. Continuer. Continuer après les films. Continuer après les ruptures. Continuer après les attentes du public. Continuer surtout après 1967, l'année où Françoise d'Orléac meurt dans un accident de voiture. Ce drame est impossible à réduire à une simple blessure de star. Françoise n'était pas seulement une sœur célèbre, elle était une partenaire de vie, une présence fondatrice, une sorte de double inversé. Peu avant sa mort, les deux sœurs avaient joué ensemble dans Les Demoiselles de Rochefort, encore sous la direction de Jacques Demy. Le film est lumineux, musical, coloré. Il montre deux sœurs qui chantent, dansent, rêvent d'ailleurs. Pour beaucoup de spectateurs, il reste associé à la joie. Mais quand on connaît la suite, cette joie devient presque douloureuse. Le film garde Françoise vivante pour toujours, dans un état de jeunesse absolue. Et Catherine, elle, doit continuer à vieillir sans elle. Il serait abusif de prétendre savoir exactement ce que Catherine Deneuve a ressenti dans l'intimité. Elle a souvent été pudique sur ce sujet. Mais on peut observer une chose. Après ce choc, son image publique ne devient pas plus ouverte. Elle ne se brise pas devant les caméras. Au contraire, elle semble se renforcer, comme si la réserve n'était plus seulement un tempérament, mais une armure. Cette armure va façonner le reste de sa carrière. Dans Belle de jour, sorti la même année que la mort de Françoise, le public découvre une Deneuve à la fois impeccable et vertigineuse. Elle joue Séverine, épouse bourgeoise qui mène une double vie. Le film dérange, fascine, déroute. Buñuel comprend quelque chose d'essentiel. Le visage de Deneuve est d'autant plus puissant qu'il ne révèle pas tout. Sa froideur apparente devient un écran sur lequel le spectateur projette ses propres obsessions. C'est là que le malentendu s'installe définitivement. Beaucoup croient voir une actrice froide parce qu'elle joue des personnages contrôlés. Mais ce contrôle est précisément un travail, une précision, une économie de gestes. Elle ne cherche pas à séduire par l'abandon permanent. Elle impose une autre forme de présence, celle d'une femme que l'on ne possède pas complètement. Dans une industrie qui aime rendre les actrices disponibles, lisibles et commentables, cette distance est presque une rébellion. Mais elle a un prix. Pendant des décennies, Catherine Deneuve est observée comme un monument. Et un monument, par définition, n'a pas le droit d'être fatigué. Il doit rester stable, reconnaissable, élégant, même quand le monde change autour de lui. Elle devient l'une des actrices françaises les plus identifiables au monde. Son visage est associé à la mode, notamment à Yves Saint Laurent, dont elle est proche. Elle incarne Marianne, symbole de la République française. Elle traverse les festivals, les couvertures de magazines, les cérémonies. Elle devient un signe culturel. Mais plus l'icône grandit, plus la femme disparaît derrière elle. Ce paradoxe est cruel. Tout le monde connaît Catherine Deneuve, mais très peu de gens peuvent dire qu'ils la connaissent vraiment. Le public sait des morceaux, des films, des photos, des relations, des phrases en interview. Mais il manque toujours le centre. Et elle semble avoir tout fait pour qu'il manque. Ce n'est pas seulement de la coquetterie, c'est une manière de garder une souveraineté sur soi-même. Dans le star system, on prend beaucoup aux actrices. Leur visage, leur jeunesse, leur image, leur corps, leurs histoires d'amour, parfois même leur douleur. Deneuve a compris très tôt qu'il fallait poser une frontière. Elle donne son travail, pas son intimité entière. Cette frontière est d'autant plus remarquable qu'elle a vécu dans une époque où les actrices étaient souvent réduites à des fantasmes masculins. On leur demandait d'être belles, désirables, mystérieuses, mais pas trop libres. On les admirait quand elles incarnaient la féminité idéale, puis on les jugeait sévèrement dès qu'elles s'en écartaient. Catherine Deneuve a parfois semblé accepter le rôle de l'icône parfaite, mais elle l'a aussi retourné. Elle a utilisé cette image pour durer, pour choisir, pour ne pas disparaître après la jeunesse. Là où d'autres actrices étaient enfermées dans un type de personnage, elle a avancé vers des rôles plus complexes, plus sombres, parfois plus maternels, parfois plus cruels. Dans Le Dernier métro de François Truffaut,
Elle incarne une femme qui dirige un théâtre sous l'occupation, tout en protégeant son mari caché. Le film lui offre un rôle de maîtrise, de courage discret, de tension intérieure. Là encore, elle ne joue pas l'éclat facile. Elle joue la retenue sous pression. Cette retenue devient l'une de ses signatures. Et dans le cas de Deneuve, la signature n'est pas seulement esthétique. Elle raconte une idée de la dignité. Ne pas tout montrer, ne pas s'effondrer en public, ne pas transformer chaque blessure en spectacle. Mais cette dignité peut être mal lue. Certains y voient de la froideur, d'autres de l'arrogance, d'autres encore une distance sociale, une manière de rester au-dessus. La vérité est sans doute moins simple. Chez Deneuve, le contrôle paraît être à la fois un style, une défense et une discipline professionnelle. Elle appartient à une génération pour qui l'intime ne devait pas forcément devenir un contenu. Aujourd'hui, les célébrités sont souvent poussées à partager leurs failles pour paraître authentiques. Elles doivent raconter leurs blessures, montrer leur maison, commenter leurs séparations, expliquer leurs opinions au rythme de l'actualité. Catherine Deneuve, elle, vient d'un autre monde. Un monde où le silence pouvait encore être une forme de pouvoir. Ce silence, pourtant, n'a jamais signifié absence de vie. Sa vie de mère, par exemple, a longtemps été commentée parce qu'elle s'éloignait du modèle traditionnel attendu. Elle a 2 enfants de 2 pères différents, Christian Vadim et Chiara Mastroianni. Elle mène une carrière intense. Elle voyage, tourne, travaille avec des cinéastes exigeants. Dans une société souvent plus dure avec les femmes qu'avec les hommes, ses choix pouvaient être jugés. Deneuve n'a pas passé sa vie à s'excuser. Elle a maintenu son cap. Et cette attitude contribue aussi à son mystère. Elle ne demande pas l'autorisation d'exister comme elle l'entend. Mais il serait trop simple de la présenter uniquement comme une femme invincible. Son parcours montre plutôt une résistance patiente. Elle a connu le deuil brutal de sa sœur. Elle a vu des amours se terminer. Elle a affronté le vieillissement sous le regard d'un public obsédé par la jeunesse des actrices. Elle a connu des débats publics parfois violents autour de ses prises de position. Elle a aussi traversé des problèmes de santé rendus publics après un malaise sur un tournage, selon les informations communiquées à l'époque. Chaque fois, l'image a été testée. Chaque fois, beaucoup ont guetté la fissure. Et chaque fois, Deneuve a réapparu avec cette même impression. Une femme que l'on peut regarder, mais pas réduire. C'est ce qui rend sa trajectoire si intéressante. Elle n'a pas bâti sa légende sur la confession. Elle l'a bâtie sur la maîtrise. Et cette maîtrise commence dès le choix des rôles. Catherine Deneuve n'a jamais été seulement la belle actrice française. Les films les plus importants de sa carrière utilisent sa beauté comme une surface trompeuse. Dans Répulsion, elle devient le visage d'un malaise mental et d'une peur qui envahit l'espace. Dans Belle de jour, elle incarne la fracture entre respectabilité et désir. Dans Tristana, elle entre dans l'univers de Buñuel avec une ambiguïté encore plus dure. Dans Le Dernier métro, elle joue une femme qui tient debout quand tout autour d'elle devient dangereux. Dans Indochine, elle incarne une figure coloniale, maternelle, autoritaire, traversée par l'histoire et par la perte. Ces rôles ne sont pas des variations sur la perfection, ce sont des attaques contre la perfection. Ils montrent que sous le vernis, il y a des contradictions, des peurs, des compromissions, des désirs, parfois de la violence. Le public a retenu la façade. Les cinéastes, eux, ont souvent filmé ce qui l'a menacé. C'est peut-être pour cela que Deneuve a duré. Une beauté parfaite peut fasciner quelques années. Une énigme peut durer toute une vie. La mort de Françoise d'Orléac reste l'un des points les plus sensibles de cette énigme. On peut imaginer, avec prudence, ce que signifie perdre une sœur si proche au moment où leur carrière s'élançait ensemble. Mais ce qui importe ici, ce n'est pas de deviner une douleur intime, c'est de comprendre son effet public. Après Françoise, Catherine devient seule dépositaire d'un monde commun. Les Demoiselles de Rochefort cessent d'être seulement un film joyeux. Il devient aussi une archive d'avant la perte. Et quand une personne devient archive vivante, elle porte plus que sa propre image. Elle porte aussi l'absence de l'autre. Dans les entretiens, Catherine Deneuve a pu évoquer sa sœur avec pudeur. Cette pudeur est cohérente avec tout le reste. Elle ne transforme pas Françoise en instrument émotionnel. Elle ne donne pas au public la totalité de son chagrin. Elle protège ce qui ne regarde qu'elle. C'est là que le titre de « Reine du cinéma français » devient ambigu. Une reine est admirée mais surveillée. Elle est placée au-dessus mais isolée.
Elle doit représenter quelque chose qui la dépasse. Deneuve a été ce symbole, élégance française, beauté classique, liberté féminine, cinéma d'auteur, glamour international. Mais derrière le symbole, il y a une personne qui doit vivre avec les conséquences de cette représentation. Être une icône, ce n'est pas seulement recevoir des hommages, c'est aussi être figé dans le regard des autres. Et Catherine Deneuve a constamment essayé d'échapper à cette fixation, parfois en choisissant des rôles inattendus, parfois en travaillant avec de jeunes réalisateurs, parfois en acceptant l'ironie, la comédie, la fragilité. Elle a joué chez François Ozon, chez André Téchiné, chez Lars von Trier, chez Arnaud Desplechin, et dans des films très différents les uns des autres. Elle n'est pas restée dans un musée. C'est un point essentiel. Son image est classique, mais sa carrière ne l'est pas toujours. Elle a pris des risques. Elle a accepté des œuvres dérangeantes, des personnages ambigus, des registres moins confortables que le simple prestige. Dans Dancer in the Dark, par exemple, elle apparaît dans un univers bien éloigné du glamour français. Chez Ozon, elle peut jouer avec son propre mythe, parfois avec humour, parfois avec cruauté. Dans d'autres films, elle accepte de montrer l'âge, la fatigue, l'autorité, les contradictions familiales. Elle n'essaie pas seulement de préserver l'icône intacte, elle la déplace. Mais le public revient toujours à la même image. Catherine Deneuve, blonde, droite, silencieuse, élégante. Cette persistance montre à quel point une image publique peut devenir plus forte que la réalité. On croit voir la même femme pendant 60 ans alors que la personne change, travaille, perd, recommence, se trompe peut-être, évolue forcément. Le masque demeure parce que le public en a besoin. Il rassure. Il donne l'illusion qu'il existe quelque part une forme de perfection stable. Deneuve, pourtant, n'a jamais vraiment vendu l'idée d'une vie parfaite. C'est le regard extérieur qui l'a fabriquée. Elle a simplement refusé de donner assez de matière pour la détruire. Ce refus a parfois irrité. Dans une culture médiatique qui valorise l'accès total, une femme qui se tait paraît suspecte. On veut savoir, on veut comprendre, on veut des explications. Deneuve a souvent répondu par la nuance, parfois par une franchise sèche, parfois par un retrait. Cette attitude peut créer de la distance. Mais elle protège aussi une chose devenue rare, le droit de ne pas être entièrement disponible. Il y a une leçon plus large dans son parcours. La célébrité promet la reconnaissance, mais elle menace l'intimité. Plus une personne devient célèbre, plus le public croit avoir des droits sur elle. Ses amours deviennent des intrigues, ses deuils deviennent des épisodes, ses rides deviennent des commentaires, ses opinions deviennent des procès. Sa famille devient une extension du spectacle. Catherine Deneuve a traversé ce système sans lui donner une victoire totale. Elle n'a pas pu empêcher les regards. Personne ne le peut à ce niveau de notoriété. Mais elle a limité l'accès. Elle a laissé les films parler plus fort que les confidences. Et c'est peut-être pour cela que sa filmographie semble si riche. Parce que l'énergie qu'elle n'a pas dépensée à se raconter partout, elle l'a concentrée dans le jeu, dans les choix, dans la durée. Il faut aussi parler du temps. Le temps est l'ennemi déclaré des icônes de beauté. Une actrice célébrée jeune pour son visage doit affronter une violence particulière. Le public veut qu'elle reste reconnaissable, mais il la juge si elle ne change pas. Et il la juge si elle change. Il lui demande de vieillir, mais pas trop. De rester naturelle, mais pas fatiguée. De rester glamour, mais pas figée. C'est une injonction impossible. Deneuve a traversé cette injonction avec une forme de calme. Elle n'a pas disparu quand les rôles de jeune première se sont éloignés. Elle a pris d'autres places. Mère, patronne, femme mûre, figure d'autorité, personnage traversé par le regret ou par le pouvoir. Elle a continué à occuper l'écran, non comme un souvenir d'elle-même, mais comme une actrice encore active. C'est une différence importante. Beaucoup de stars deviennent des monuments commémoratifs. Deneuve est devenue un monument qui travaille encore. Cette continuité explique sa place dans le cinéma français. Elle relie plusieurs époques. Elle appartient à l'âge de Jacques Demy et de Buñuel, mais aussi à celui de cinéastes contemporains. Elle a connu le cinéma de studio, le cinéma d'auteur, la télévision qui monte en puissance, les réseaux sociaux, les polémiques instantanées. Elle a vu le statut des actrices se transformer. Elle a vu le regard sur les femmes changer, sans disparaître complètement dans ses violences. Dans ce long parcours, son masque de perfection n'est pas resté identique. Au début,
Il est peut-être lié à la jeunesse, à la beauté, au mystère. Plus tard, il devient une marque, puis une protection, puis presque un dialogue avec le public. Nous savons qu'elle sait que nous la regardons comme une icône, et elle joue parfois avec cela. Mais le cœur du mystère reste le même. Qu'est-ce qu'elle garde pour elle? La réponse est peut-être ce qui fait sa force. Elle garde ce que la célébrité voudrait prendre. Elle garde une part d'opacité. Elle garde ses morts dans un espace privé. Elle garde ses amours loin des simplifications. Elle garde sa complexité. Et cette opacité n'est pas un vide, c'est une présence. Il y a des actrices qui deviennent proches du public en partageant beaucoup. Deneuve a fait l'inverse. Elle est devenue proche comme une figure lointaine peut l'être, par la répétition, par la fidélité, par les films qui accompagnent des générations. On ne connaît pas forcément sa vie intime, mais on a grandi avec ses visages successifs. Geneviève, Séverine, Marion, Eliane et tant d'autres. Chaque personnage a donné un fragment, aucun n'a donné la totalité. C'est aussi pour cela que la curiosité autour de sa vie privée persiste. Le public sent qu'il y a une histoire derrière l'image, mais l'histoire complète n'est pas disponible. Alors on revient aux indices. La sœur disparue, les grands amours, les enfants, les collaborations, les silences, les retours, les rôles où la façade craque. Mais il faut résister à la tentation de remplir les silences à sa place. Une vie privée n'est pas un puzzle offert au public. Dans le cas de Catherine Deneuve, le silence fait partie de l'œuvre publique. Il est presque aussi important que les films, parce qu'il a permis à l'actrice de ne pas être engloutie par son propre mythe. La vraie révélation n'est donc pas un secret caché dans une anecdote. Elle est plus profonde. Catherine Deneuve n'a pas seulement porté un masque de perfection. Elle a utilisé ce masque pour survivre à ce que la perfection ne pouvait pas empêcher. La beauté n'a pas empêché le deuil. La célébrité n'a pas empêché les ruptures. L'élégance n'a pas empêché les jugements. Le statut d'icône n'a pas empêché le passage du temps. Mais le contrôle, la pudeur et le travail lui ont permis de traverser tout cela sans se laisser réduire à une victime, à une muse ou à une relique. C'est là que son histoire devient plus intéressante qu'un simple portrait de star. Elle montre comment une femme peut être regardée par des millions de personnes et rester partiellement inaccessible. Comment elle peut devenir un symbole national sans abandonner totalement son territoire intérieur. Comment elle peut être à la fois exposée et secrète. Et peut-être que cette distance, qu'on a si souvent appelée froideur, est en réalité une forme de chaleur retournée vers les siens. Ce que le public ne reçoit pas n'est pas forcément absent. C'est peut-être réservé, protégé, gardé pour la famille, les proches, les morts, les souvenirs. Le cinéma adore les visages qui se livrent. Catherine Deneuve a construit une légende avec un visage qui résiste. Voilà pourquoi, après tant d'années, elle intrigue encore. Pas seulement parce qu'elle a été belle, pas seulement parce qu'elle a tourné avec de grands réalisateurs, pas seulement parce qu'elle représente une certaine idée de la France, mais parce qu'elle a prouvé qu'une star pouvait exister autrement, non par l'aveu permanent, mais par la maîtrise du silence. Sa vie privée soigneusement protégée n'est pas un manque dans son histoire, c'est l'un des piliers de son histoire. Et derrière la reine glacée, il n'y a pas seulement une femme blessée. Il y a une femme qui a compris très tôt que pour durer dans un monde qui dévore les images, il fallait choisir ce que l'on donne et surtout ce que l'on garde. Si cette trajectoire vous intéresse, regardez ou revoyez Les Demoiselles de Rochefort, Belle de jour, Le Dernier Métro et Indochine, avec cette idée en tête. Chez Catherine Deneuve, le plus important n'est pas toujours ce qui se voit, c'est parfois ce qui reste hors champ. Et vous, quel rôle de Catherine Deneuve vous semble le mieux révéler ce mystère ?